On les appelle Superman Challenge ou Paracétamol Challenge, entre autres. Ce sont des défis que se lancent les utilisateurs de réseaux sociaux. Mais ils ne sont pas sans danger. Alors comment protéger enfants et adolescents? Faut-il interdire l'accès aux réseaux sociaux avant un certain âge? On en débat. Bienvenue sur le plateau de Versus. Et j'accueille pour évoquer toutes ces questions Massimiliano Poli, bonjour. Bonjour. Vous avez 18 ans, vous êtes un utilisateur parmi des millions d'autres de ces réseaux sociaux. On verra quel est l'usage et ce que vous voyez quand vous allez dessus. Vous aussi, vous êtes une utilisatrice, Julie Foulon, bonjour, des réseaux sociaux. Vous avez fondé Girleague et vous connaissez très bien ces thématiques. Vous allez nous éclairer à plusieurs moments de l'émission. Et puis Cécile Vincel, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée bruxelloise, vous avez déposé un texte au Parlement. Vous voulez mieux surveiller ce qui se passe sur l'Internet. Vous nous expliquerez quoi et comment. C'est une intervention politique que vous ferez à plusieurs moments de ce débat. Massimiliano Poli, les réseaux sociaux, alors on dit les jeunes sont tout le temps dessus. C'est vraiment une des premières choses, une des dernières choses que vous faites dans votre journée. Sur quel réseau? Et est-ce que vous avez déjà vu des appels, des défis que vous dites que vous pouvez qualifier de dangereux? Je pourrais commencer de dire que ça dépend vraiment du jeune. Par exemple, moi, personnellement, je suis vraiment toujours sur les réseaux. Je suis toujours sur les réseaux sociaux, que ce soit le matin, le soir, bien que j'essaye et que je dis je vais faire moins de temps sur les réseaux sociaux, mais c'est totalement faux. Et par rapport aux trends que j'ai pu voir, c'est surtout une trend je ne me rappelle plus le nom de maintenant, mais c'est la trend qui prend le fait de ne pas manger pour maigrir pendant plusieurs jours. Et j'en ai déjà vu des amis à moi qui ont utilisé justement cette trend pour le faire. Donc c'est vraiment une réalité. On est un jeune, on est sur les réseaux, on voit tout ça. Exactement. Julie Foulon, alors il a cité un exemple. Parmi d'autres, il y a vraiment beaucoup de types de challenges dangereux. C'est quelque chose qu'on connaît entre guillemets comme utilisateur, même adulte. Alors adulte, je sais pas, mais jeune, oui, complètement. Après, il n'y a pas que des challenges qui sont dangereux, hein, on le voit bien. Par exemple, on des challenges où on s'envoie la balle, une balle de foot, où on lance un tapis comme ça, rouge, et les gens vont arriver dessus, c'est complètement inoffensif. Mais il y a des choses qui sont liées à l'asphyxie, sauter de bateau en marche. Ça peut être, vous l'évoquez, le Superman Dance Challenge, où là, on doit carrément sauter ou voler comme Superman, sauf qu'on s'écrase au sol. Et en fait, on les voit apparaître en permanence et tout le temps. Il y a eu récemment le Paracétamol Challenge dont on en parlait récemment, et d'ailleurs même j'ai vu encore sur un site pharmacie.be qu'ils alertent par rapport à la consommation de paracétamol, et le but est clair, c'est de rester le plus longtemps à l'hôpital pour sécher les cours. C'est que ça, et donc ça s'entraîne, et derrière l'IA, les algorithmes qui sont derrière n'aident pas, parce que plus on va regarder ce type de challenge, plus ils vont apparaître, et puis surtout ces jeunes finalement ils sont peut-être un peu isolés, ça parle aussi peut-être de certains problèmes. Massimiliano Poli, pour un jeune, c'est important de faire du clic et d'élargir sa communauté au-delà de son cercle de copains qu'on voit physiquement à l'école ou en dehors. C'est quelque chose que vous pouvez reconnaître comme important? Je dirais que c'est un peu la raison principale pourquoi on poste sur les réseaux sociaux. C'est vraiment une raison, c'est de dire je veux et on va avoir des likes, que ce soit qu'on poste une photo, une vidéo, une trend, etc. C'est vraiment le but de je veux des likes, je veux que les gens me voient et je veux que les gens sachent ce que je fais moi-même. Julie Foulon, et puis après on ira chez Cécile Vincel, je rappelle parlementaire, et on verra ce qui existe, ce qui est pensé pour la prévention. Mais est-ce qu'il y a des réseaux sociaux qui sont plus sujets à des challenges, voire à des challenges dangereux que d'autres, en fonction du type de contenu, du public visé? Ouais, c'est le premier, c'est TikTok, clairement. Ensuite Instagram et puis Snapchat. Faut pas l'oublier aussi, celui-là. Mais clairement, TikTok, l'algorithme est complètement dingue. On regarde 3 vidéos de pandas, on n'a que des pandas dans son fil d'actualité. Donc c'est vraiment, on s'enferme dans cette bulle algorithmique. Il faut vraiment bien le comprendre. Et il faut arriver à sortir de ça. Et ces jeunes qui peuvent être isolés, qui veulent maigrir parce que voilà, il y a l'été qui arrive. Du coup, ils sont entraînés parce qu'ils voient d'autres utilisateurs faire ces challenges et ils ont envie de le faire. Après, tous les challenges qui sont liés à des cascades, à des asphyxies, des choses comme ça, pareil, c'est juste pour se faire voir et créer du lien, la validation de la communauté, évidemment, et surtout monter. Le but des jeunes, maintenant, c'est de devenir influenceur. Faut le savoir. C'est pas de devenir ingénieur. Cécile Vincel, qui est chargée chez nous, en Belgique, à Bruxelles, de la prévention pour les jeunes comme Massimiliano. Est-ce que c'est dans les
les programmes de cours? Est-ce que c'est quelque chose qu'on confie au secteur associatif? Est-ce qu'on se dit, bah non, finalement, le téléphone, c'est aussi à la maison, donc c'est le rôle des parents. On ne peut pas tout demander aux profs et aux ASBL. Alors la prévention, évidemment, c'est un enjeu qui est totalement collectif, mais je pense qu'il faut rappeler que la prévention est un enjeu de service public. C'est une mission de service public de garantir la sécurité et la santé de tout un chacun et des jeunes en particulier. Ça, je pense Est-ce qu'aujourd'hui c'est dans les programmes scolaires? Est-ce qu'on a des subsides quand il y a encore un peu d'argent quelque part pour payer des formations aux jeunes, aux enseignants? À qui? Mais ça, évidemment, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, j'avais envie de l'évoquer avec vous tous aujourd'hui parce que je pense que la première chose à faire, c'est investir dans l'éducation. Je pense que éduquer les jeunes, faire de l'éducation aux médias, c'est évidemment un enjeu très, très, très important. Et il y a précisément un décret sur l'éducation aux médias qui a été pris il y a très peu de temps, mais qui n'est pas financé. Alors, il y a quelques projets qui existent, plic-ploc, mais vous n'avez pas, si vous voulez, de politique systémique de grande ampleur par rapport à ce défi, sans jeu de mots, ce défi de l'éducation aux médias. Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce qu'on voit bien combien c'est important. Massimiliano Poli, on vous en a déjà parlé à l'école du bon usage des réseaux sociaux? C'est quelque chose, vous êtes en 5e secondaire, qui a déjà été évoqué ou bien ça passe après les maths, l'histoire, le français? Alors, je dois dire la vérité, maintenant on n'est pas vraiment sensibilisé sur le sujet, mais quand j'étais en 2e ou 3e secondaire, j'avais parfois des contrôles où on avait juste des questions de morale, où on avait des questions sur combien de temps on utilise les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. C'était vraiment des profs qui étaient impliqués par le travail. Maintenant, je ne sais pas combien de profs font ça dans leur système scolaire, mais moi j'ai déjà eu des sensibilisations pendant mon parcours scolaire du coup. Et Julie Foulon, vous qui avez l'habitude de travailler comme entrepreneuse avec des pouvoirs publics, avec la région ou autre, on trouve du soutien quand on vient dire moi j'ai un know-how là-dessus et je peux proposer quelque chose, ou ça paraît encore comme lunaire? Alors nous, c'est plutôt des soutiens de la Fondation Orange, par exemple. On a développé en e-learning toute une formation autour de la cybersécurité qui est disponible, et on a des partenaires comme Google qui nous demandent de développer des modules complémentaires autour du contrôle parental. Et en fait, on s'aperçoit, justement, une longue discussion récemment avec Google qui nous disait que ça dépend vraiment des profs. Et c'est ça, il faut convaincre et les parents, il faut convaincre les profs, il faut éduquer les enfants. Moi, je vois avec ma fille, 10 ans, qui a Snapchat, donc je suis totalement en permanence en train de mettre mon grain de sel, d'écouter, de comprendre de ce qui se passe et de lui dire que non, les réseaux sociaux, c'est pas la vie et c'est pas le réel. Et ça, c'est un conseil que vous donnez comme geek et comme mère de famille, c'est quoi? C'est ne laissez pas vos enfants seuls avec le téléphone? Non, jamais. Et surtout, apprendre à utiliser ce contrôle parental. Alors, ça passe par des démos, etc. Mais il faut une formation de masse à grande échelle et convaincre les profs, parce que les profs sont en contact avec les jeunes. Et si on n'arrive pas à convaincre les enseignants, voilà, on laisse toute une partie de la population peut-être dans un désarroi moral. Cécile Vincel, je l'ai dit, vous avez déposé un texte, il a été pris en considération, on verra son chemin, s'il est voté, s'il est suivi des faits, avec quelle ampleur et quand. Mais vous demandez quoi? Qu'on crée une cellule de veille des réseaux sociaux? Ce serait qui? Ce serait la région bruxelloise, la COCOF, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Belgique, l'Europe? Qui doit surveiller quoi et pour faire quoi des informations recueillies? Alors absolument, on a déposé au Parlement bruxellois avec mon collègue Olivier Willox, qui connaît très très bien les réseaux sociaux et TikTok en particulier, donc un projet très très concret pour justement améliorer l'efficacité de la lutte contre la toxicité des réseaux sociaux, parce qu'on le voit, on en discutait tout à l'heure ensemble, on a des défis, des challenges qui circulent sur ces réseaux sociaux et qui mettent gravement en péril la santé et même la vie des jeunes. Et donc il faut se rendre compte de ça, c'est qu'aujourd'hui on a tellement de jeunes qui finissent par mourir parce qu'ils ont voulu relever des défis pour avoir des likes. Mourir pour des likes, je pense que c'est une situation qui est aussi absurde qu'inacceptable, mais ce n'est pas une fatalité. On a des leviers, on a des armes pour agir. Simplement, aujourd'hui, les procédures qui ont été mises en place au niveau européen pour lutter contre ces contenus illégaux ou dangereux n'est pas encore parfait. Et il faut rappeler d'ailleurs la responsabilité des plateformes par rapport à ces contenus, mais on voit bien qu'entre les obligations qui leur sont imparties et la réalité, il y a vraiment un monde. Mais donc quoi, vous préconisez la création d'une cellule? Ce serait qui? Ce serait des fonctionnaires? Ce serait du personnel humain qui se créerait des comptes sur TikTok par exemple ou d'autres pour regarder ce qu'il y a? C'est ça que vous proposez? Oui, alors nous ce qu'on propose, c'est de parfaire donc le système mis en place au niveau européen, puisque depuis un an, le DSA, donc le Digital Service Act, prévoit en fait un système de plainte. Donc toute personne en fait qui a un intérêt à porter plainte, ça peut être un infirmier urgentiste, un parent d'élève, un
enseignant, peut porter plainte par rapport à des contenus illicites ou dangereux. Et donc c'est une très très longue procédure via des régulateurs en fait qui ont été désignés par exemple en Belgique à différents niveaux de pouvoir, et ces régulateurs doivent en fait contacter le fonctionnaire européen qui lui va déposer une plainte auprès du service de la plateforme, et la plateforme a l'obligation de supprimer le contenu. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a très peu de plaintes qui sont déposées parce qu'en fait la plupart des gens ne savent pas qu'ils peuvent porter plainte, et ces plaintes ne sont pas traitées prioritairement. Donc notre proposition au niveau du Parlement bruxellois, c'est très simple. C'est au niveau de la COCOM, pour répondre à votre question, qui est compétente en matière de santé publique et de protection de la jeunesse, de créer une cellule de veille qui en fait fera une veille permanente donc des contenus en termes de santé publique, mais qui pourra aussi récolter les plaintes de différentes personnes, toutes celles que j'ai mentionnées, pour les familles qui ne savent pas vers qui se tourner, et de répertorier ces plaintes à l'attention de toutes les autorités compétentes pour en fait activer et accélérer ce processus qui permettrait in fine de bloquer les contenus indésirables. Julie Foulon, est-ce qu'on sait qui est derrière ces challenges? Comment ça naît un challenge? Comment ça se répand? Alors oui, à partir du moment où des gens commencent à le réaliser, c'est par essence incontrôlable, mais il y a quand même quelqu'un qui est le premier à dire bouffer du paracétamol ou... Est-ce qu'on a pu analyser, observer ça, et c'est qui? Alors c'est rarement des campagnes marketing d'entreprise, c'est quand même, faut le dire, mais c'est plutôt c'est des bandes de copains et qui commencent pour avoir des vues et qui font des challenges un peu idiots. Nous, cher Michel, nous à notre époque, on avait Jackass. Oui, c'est vrai, on a été jeunes aussi, il y a quelques années, mais il n'y avait pas Internet, mais on faisait pareil, vous dites. Mais il y avait MTV et on voyait bien, et on était tous coachés derrière ça, et on les regardait se prendre des balles de golf et tomber et se casser les dents et se faire des challenges plus débiles les uns que les autres, et ça nous avait tous rigolé. Et vous dites finalement, il y a peut-être un peu de ça, on refait ce que nos parents ont fait ou ce qu'on a fait nous-mêmes quand on était jeunes. Sauf que maintenant, il y a cette viralité, les algorithmes qui sont là, et ça pousse, et ça donne des likes, et ça commente, et du coup, ça entraîne comme ça, c'est cette bulle de viralité. L'idée de se dépasser, Massimiliano Poli, et d'aller vraiment très très loin dans l'effort, ou simplement dans le clic, ça fait vraiment partie de l'esprit des réseaux sociaux, même pour des choses positives. Si on a une super photo, on peut avoir beaucoup de likes, et ça aussi, c'est valorisé. Donc c'est dans l'esprit vraiment d'exister auprès des autres réseaux sociaux. Exactement, c'est vraiment dans l'esprit d'avoir le plus de likes, le plus de vues. En plus maintenant, je ne sais pas si en Belgique c'est payé, mais en France on peut être payé par vue. Et du coup, c'est encore plus l'esprit de à être payé par vue, et l'esprit de on va faire des likes, quoi. On va vraiment être connu sur les réseaux sociaux, un but de devenir presque influenceur. Et c'est ça, il a raison. Ça génère aussi de l'argent, parce que plus on a de vues, plus on a de likes, etc. Et plus on génère. C'est monétisé au final. Vous disiez que vous surveillez, vous, pour votre fille, la pratique des réseaux sociaux. C'est pas évident avec des adolescents de parler quand on est un adulte. Est-ce que vous auriez l'un ou l'autre conseil à donner, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut surtout éviter de faire en tant qu'adulte? Puis je vous poserai la question aux autres aussi après. Développer l'esprit critique, on revient toujours à la même chose. On en est là. Je pense qu'il ne faut pas juger, il faut essayer d'ouvrir le dialogue, discuter, essayer de comprendre, s'intéresser aussi à ce que font les enfants. Ne pas être dans le jugement, je pense, et puis et désamorcer. Après, c'est compliqué, quoi. Cécile Vassel, pas évident quand on est un adulte d'entrer en contact avec un jeune, même si c'est son enfant. C'est peut-être parfois plus compliqué encore quand on est soi-même le parent que si on est un adulte de la famille, un copain, un éducateur. Mais non, c'est clair, c'est pas facile du tout, effectivement, quand on est parent, d'autant plus qu'aujourd'hui, on assiste quand même à cette hyper-connexion, puisque depuis la crise Covid, les jeunes se sont rabattus sur les réseaux sociaux, ils n'avaient plus de contact direct avec les uns les autres, et donc ils recherchent en fait cette validation par le groupe, ce besoin d'appartenance, comme l'a dit Massimiliano, au travers en fait du nombre de likes. Et en plus de ça, on a de plus en plus de jeunes qui sont en détresse psychologique. À Bruxelles, 1 jeune sur 6 souffre de problèmes psychologiques qui peuvent être graves, et donc ça renforce encore la vulnérabilité par rapport aux réseaux sociaux. Et je pense que même quand on est parent, on peut être démuni par rapport à cette addiction aux réseaux sociaux. Massimiliano Poli, vous, quand vous voyez un challenge dangereux, vous avez l'air d'être un jeune plutôt bien dans ses terres, bien dans sa tête, bien dans ses bases. Vous avez une espèce de réflexe de contrôler votre algorithme pour ne pas être tenté. Vous gérez ça comment, vous, personnellement ?
Personnellement, moi, tout ce qui est ces trends-là ne m'intéresse pas fortement. C'est vraiment des trends qui ne m'intéressent pas fortement. Du coup, je fais juste le swipe, je passe de la vidéo tout simplement. Et l'algorithme fait que j'ai pas ça à moi, mon algorithme à moi, c'est que des trucs sur éducation, c'est que des trucs sur des trucs rigolos, des trucs qui ne mettent pas en danger ma vie en fin de compte. Et du coup, c'est oui, un certain contrôle sur mon algorithme juste pour pas avoir ça. Alors après, un truc très clair qu'on peut faire, et c'est vraiment l'utilisation du contrôle parental. Mais c'est compliqué. En France, c'est jusqu'à 15 ans, mais c'est pas facile de mettre le contrôle parental sur un jeune de 15 ans. Alors vous le dites, Julie Foulon, 15 ans, c'est l'âge auquel la ministre voudrait qu'on commence à autoriser l'usage des réseaux sociaux pour les jeunes. C'est ce que Jacqueline Galland, ministre des Médias, a dit dans la presse d'aujourd'hui. Je vous propose d'ailleurs de lire un extrait de cette déclaration. Cette mesure a simplement pour but de protéger les jeunes. Le risque qu'ils courent, c'est la désinformation via les fake news et le cyberharcèlement. Jusque 15 ans, il faut les préparer à analyser l'information. Si on leur laisse accès à tous ces réseaux sociaux, ils ont accès à toutes les fake news. Ils n'ont pas encore cet esprit critique. On a parlé de l'esprit critique, ça revient. Je vais vous poser la question, Massimiliano Poli. 15 ans, c'est un bon âge pour débuter les réseaux sociaux. Vous avez commencé à quel âge? Et si ça avait été 15 ans de votre temps, vous auriez fait quoi? Je dirais que 15 ans, je trouve que c'est quand même un peu tard. Parce que moi, j'ai utilisé les réseaux sociaux à partir de mes 13 ans. C'est l'âge où j'ai eu mon premier téléphone. Et j'ai commencé à être sur TikTok. À ce moment-là, c'était Musical.ly, pour ceux qui ont connu. Instagram, Snapchat, etc. Et en fait, je dirais que même mettre une interdiction, c'est comme maintenant, c'est juste accepter des conditionnalités. Quand on télécharge l'application, on télécharge, on met oui, ok. Parfois même, moi, mes petits frères, moi j'en ai 2, on met juste qu'ils ont 40 ans, comme ça passe sur toutes les applicames, App Store, Play Store et tout passe. Les adultes font ça aussi parfois, changer leur âge, mais c'est pas forcément dans le même sens. Je veux dire, même s'il y aurait un contrôle dès 15 ans disant oui, c'est interdiction des réseaux sociaux, de TikTok, 15 ans, je trouve que moi-même, à mon âge, j'aurais juste changé mon âge, j'aurais 40 ans, voilà, je peux passer 50 ans, je regarde les vidéos parce qu'il n'y a pas plus de ça. Je veux juste regarder des vidéos, m'intéresser, et c'est tout. Julie Foulon, il faut intégrer ça sur les réseaux sociaux. À un moment donné, les limites, elles sont pratiquement impossibles à vérifier, à imposer. Ouais, c'est très compliqué. Et puis c'est surtout, il faut pousser en fait ces grosses boîtes de la tech à rendre les algorithmes beaucoup plus transparents. C'est surtout ça aussi. Ça, c'est un des gros challenges. C'est ça qui nous manque au final. Parce que c'est quoi? C'est d'avoir un dialogue avec les majors que sont TikTok, Facebook, Insta. Oui, pour voir comment sont poussés les contenus. Et parfois, c'est pas très très clair. Et d'ailleurs, on en parlait justement off sur Instagram. Moi, parfois, je suis très surprise de voir le contenu qui peut apparaître dans mon fil d'actualité, qui est à la limite de la pornographie, voire même de la pornographie dans certains cas. Et ça va très vite. Ça va très très vite. Et on n'a pas du tout envie que nos enfants ils soient confrontés à ça, surtout si jeunes. Cécile Vincel, alors vous, à la Fédération, votre parti est dans l'opposition. J'imagine que vous n'allez pas me dire que Jacqueline Galland a une idée formidable. Mais imaginons qu'on mette un cadre légal. Est-ce qu'on pourrait, d'une manière ou d'une autre, créer un cadre légal à l'échelle belge où il faudrait absolument un partenariat, un lobbying international avec les autres pays de l'Union? Alors, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que l'établissement d'un âge minimum légal ne relève pas tout à fait des compétences de Mme Galland, mais bien du fédéral, mais je pense qu'elle en est bien consciente. Alors, par rapport à cet âge minimum légal, c'est vrai que chaque État membre aujourd'hui au sein de l'Union européenne détermine librement cet âge minimum. Et c'est vrai que la Belgique a choisi l'âge le plus bas. Je ne sais pas si ce que je vais dire va faire plaisir à Massimiliano, mais c'est vrai que 13 ans, c'est vraiment très, 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 très jeune. Je pense objectivement que 15 ans peut paraître un âge où, en général, les jeunes, pas tous, il y a des jeunes qui sont très matures très vite, mais 15 ans, c'est là où on a plus de facultés de discernement. Donc, pourquoi pas effectivement relever cet âge minimum légal pour la Belgique? Vraiment, ça me paraît plutôt raisonnable et adéquat. Mais une chose, c'est d'établir la norme, et l'autre chose, c'est de vérifier ce qui se passe. Or, aujourd'hui, on le sait parfaitement, les plateformes ne vérifient absolument pas cet âge. Et donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est de contrôler l'âge minimum, et c'est précisément ce que la Commission européenne est en train de faire. Elle vient de lancer un marché public pour créer en fait un système de vérification uniforme pour l'ensemble des États membres par rapport à l'âge légal qu'ils ont instauré. J'imagine, Julie Foulon, vous qui donnez des formations, qui initiez les gens, que cet esprit critique, il doit se développer sur base d'exemples concrets. Alors, est-ce que les challenges, c'est une bonne manière d'accrocher les gens? Ou quelle technique, quelle ficelle vous utilisez quand vous voulez
faire découvrir l'univers réseau social, notamment aux jeunes, et pourquoi pas les risques qu'il y a versus les opportunités. C'est vrai que nous, on a tout un module autour de l'esprit critique, la recherche de l'information, comment déterminer quelle information est fiable, hein, c'est quoi les critères. Parfois, on est très surpris des réactions. On a parfois des élèves qui nous disent que la Terre est plate et donc du coup, on est un peu surpris. Bon, donc voilà. Et donc, c'est pas facile parce qu'il faut décortiquer. Il y a plein d'outils maintenant qui existent aussi qui permettent justement à des journalistes de vérifier, débunker les informations. Donc, c'est vraiment les pousser à ne pas aller dans cette instantanéité parce que souvent, c'est fake news, c'est fausses informations, c'est challenge. Il y a ce côté un peu instantanéité et on veut y aller, on veut suivre très très rapidement parce que on veut pas être le dernier de la file, ou alors tout ce qui est fake news qui nous font réagir, colère, peur, etc. On sait bien qu'il y a beaucoup plus de viralité et donc l'idée c'est toujours de prendre un peu de recul et de se dire qui a publié cette information? Qui est le journaliste derrière? Est-ce que c'est un journaliste déjà? Est-ce que c'est un site fiable? Comment reconnaître un site fiable d'un autre? Est-ce que c'est une opinion? Est-ce que c'est un fait? Tiens, c'est quoi une opinion? Et donc, et comme ça, on tire le fil. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps parce que voilà, ça joue sur les peurs, sur la colère, sur l'envie, et ce sont les moteurs de la viralité. Monsieur, on va clôturer cet échange sur la protection, le développement de l'esprit critique. Vous allez simplement encore me dire quelle est pour vous la priorité en la matière. Est-ce qu'il faut interdire? Est-ce qu'il faut éduquer? Est-ce qu'il faut se plonger dedans? Vous avez le temps d'un jingle pour y réfléchir. Cécile Vincel, quelle doit être vraiment la priorité en matière de réseaux sociaux pour la femme politique que vous êtes d'ailleurs? Eh bien, je vais vous dire très très succinctement, interdire pour les plus jeunes, éduquer pour la tranche la plus vulnérable qui est autorisée à aller sur les plateformes, les 15-25. Mais Julie a tout à l'heure évoqué quelque chose de très important pour moi, c'est la responsabilité éditoriale de l'algorithme. Parce que le jour où on établira cette responsabilité éditoriale de l'algorithme, comme c'est le cas pour les médias traditionnels, eh bien, on n'aura plus tous ces contenus toxiques. Julie Follon, vous avez C'est ça, c'est pareil. Régulation, éducation et conception responsable des algorithmes. Et Massimiliano Poli, ce sera le mot de la fin. Vous allez, j'imagine, continuer à les utiliser, mais vous qui êtes vraiment dedans, qu'est-ce que vous attendez comme évolution du monde des réseaux sociaux ou des décideurs, finalement, par rapport à ces réseaux sociaux qui sont tellement présents dans votre vie? Je dirais une plus forte sensibilisation sur ce qu'on peut voir dedans. Par exemple, tantôt vous parliez de contenu pornographique qu'on pouvait avoir ou plein d'autres contenus un peu choquants. Une vraie sensibilisation dans cette matière-là. Et je dirais un vrai soutien aussi des adultes et surtout aux parents pour un vrai contrôle parental sur ces réseaux sociaux, pour ceux qui veulent vraiment agir dans la vie de leur adolescent, dans la vie de leur enfant plutôt. Et voilà, je dirais que c'est tout. C'est pas forcément évident. On disait pour un adulte de parler avec un jeune et pour un jeune d'entamer la conversation avec un adulte. Qui peut être le bon adulte? Tiens, si certains se disent mais moi je fréquente jeune, c'est quoi? C'est le parent, c'est le prof, c'est de ce côté-là qu'on va aller chercher des conseils, des idées? Je dirais les parents, ça dépend les cas. Ça dépend vraiment les cas. Mais moi, comme je vous ai dit tantôt, c'est dans mon parcours scolaire, on avait fait quand même une petite sensibilisation dedans. Et c'est vrai qu'on a plus une belle approche avec nos profs, ou alors avec nos oncles, nos parrains, etc. Nos parrains du coup, etc. C'est vraiment plus sympa d'avoir ça que nos parents. On va moins les écouter, moins de crédibilité aussi. Ça agit et c'est tout. Merci à tous les trois d'être venus échanger. On se retrouvera la semaine prochaine pour un autre débat avec de nouveau beaucoup de questions. À bientôt.